Le Mothman. En ce froid après-midi du 15 décembre 1967, la petite ville de Point Pleasant va vivre un drame historique. Depuis la fin des années 20, la ville dispose d'un pont en fer permettant de passer de l'autre côté de la rivière Ohio et de rejoindre Gallipolis. Surnommé le Silver Bridge, il permettait avant la seconde moitié du XXe siècle de circuler entre les deux villes. En revanche, la structure n'était pas faite pour supporter le poids de véhicules beaucoup plus lourds construits après les années 50. Ce 15 décembre, près de 30 ans après sa construction, il cède. 46 personnes périssent. Certains piégés dans leurs véhicules, dont plusieurs enfants. Selon l'écrivain John Keel, il aurait été possible d'éviter cette catastrophe si seulement on avait été capable de lire les signes. Mais de quels signes parle-t-il? Dans son livre The Mothman's Prophecies, plus connu en France sous le titre La prophétie des ombres, il parle d'une créature venue d'un autre monde dont la seule présence aurait été annonciatrice de la catastrophe. Le Mothman, littéralement, l'homme phalène. Selon Keel, la première apparition de la créature remonterait au 15 novembre 1966, soit 13 mois avant la catastrophe. Il est décrit comme un être surnaturel avec d'immenses yeux rouges et de grandes ailes. Il serait apparu à de nombreuses personnes entre l'année 1966 et l'année 1967 dans la ville de Point Pleasant. Les témoignages sont si nombreux qu'il suffit de les compiler pour en faire un livre d'une bonne centaine de pages. Le cas de ce cryptide est très particulier. Habituellement, les créatures non répertoriées bénéficient que de peu de témoins. Souvent, ils ont le mérite d'exister à travers une ou deux photographies très floues. Dans le cas de l'homme phalène, il n'y a pas de photographie. En revanche, il y a énormément de témoins, de tout âge et ne se connaissant absolument pas. Peut-on parler d'une hallucination collective? L'existence du Mothman est-elle irréfutable? Essayons de comprendre ce qu'il s'est passé, ce fameux soir du 15 novembre 1966, dans la zone d'une usine désaffectée. C'est en ce lieu qu'ont choisi de se rendre les couples Roger et Linda Scarberry et Steve et Mary Marlette. Ils doivent retrouver d'autres amis qui ont l'habitude de traîner sur le site de l'ancienne fabrique à munitions, fermée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le site est plus connu sous le nom de zone TNT. Depuis, c'est devenu un point de rencontre pour les amoureux. Ce soir-là, il n'y a pas grand monde. Linda et Mary attendent près du véhicule, tandis que les garçons marchent dans la zone TNT à la recherche de leurs amis. Soudain, Linda est attirée par quelque chose tapi dans le noir. À quelques mètres d'elle, quelqu'un est en train de les observer, et c'est loin d'être un être humain. Il y a, dans les ténèbres, deux immenses points rouges qui semblent se rapprocher. Un léger faisceau de lumière donne forme à la chose, s'avançant en direction des filles. C'est une créature humanoïde, se tenant sur deux pattes, de couleur grise. Linda et Mary hurlent de peur, leur mari accourt. Tout le monde saute dans la voiture. Il est temps de fuir la zone. La créature se rapproche dangereusement du petit groupe. Roger Scarberry a le pied au plancher. Malgré la vitesse maximale qu'il est capable d'atteindre, environ 160 km/h, la créature est impossible à semer. Elle ne court pas après la voiture, elle plane au-dessus du véhicule. Les quatre amis, terrifiés, assistent impuissants au survol de celui qui se fera connaître sous le nom de Mothman. Linda entend des couinements émaner de l'humanoïde pourvu d'elle. Le groupe d'amis est suivi jusqu'à la sortie de la ville. Passé la frontière de Point Pleasant, le Mothman disparaît dans la nuit. Le shérif adjoint de la ville,
Millard Hals récolte les témoignages. Il prend l'affaire très au sérieux. Le soir même, il envoie une patrouille de police fouiller le site. La créature n'est plus là. Le lendemain, Millard donne une conférence de presse pour alerter la population sur la présence d'un étrange animal pouvant être dangereux. Il est décrit comme bipède, entre 2,20 m et 2,50 m, et portant de grandes ailes pouvant aller jusqu'à 3 mètres d'envergure. Ces dimensions improbables inspirent le rédacteur en chef qui le surnomme lui-même le Mothman. Ce nom est inspiré d'un personnage du célèbre comics diffusé à l'époque, Batman, dont l'un des ennemis est Killer Moth. Grâce à l'article de journal, la créature intéresse les habitants de la région, au point que certains citoyens organisent une battue pour tenter de la capturer. C'est le début d'une véritable psychose dans ce petit coin tranquille de la Virginie occidentale. Certaines personnes aimeraient bien rencontrer la créature, d'autres auraient voulu ne jamais avoir eu affaire à elle. Si l'on s'en réfère à la prophétie des ombres, on remarque que depuis la première apparition à l'usine désaffectée, les témoignages affluent. Le shérif adjoint Millard tient là un sacré gros dossier. Nous sommes le 16 novembre 1966 et un père et sa fille, qui ont l'habitude de se promener dans la zone TNT, aperçoivent une forme sombre allongée sur le sol. La jeune fille s'approche un peu et la forme se redresse. C'est un géant tout gris aux yeux rouges. Elle dit ne pas avoir eu le temps de distinguer s'il possédait une paire d'ailes. Elle et son père ont couru dans la direction opposée. Lorsqu'ils se retournent, la créature est partie. Le lendemain, un jeune garçon a la peur de sa vie en rentrant de l'école. Il longe la route habituelle à vélo pour rentrer chez lui, lorsqu'il se sent poursuivi par quelque chose. En regardant derrière lui, il dit avoir vu un oiseau géant fendre l'air avec la fervente intention de s'abattre sur lui. Heureusement, l'enfant s'en sort indemne. L'oiseau géant finit par disparaître. Il n'est pas sûr que ce soit le Mothman, mais évaluera la taille des ailes à près de 3 mètres d'envergure. C'est un témoignage presque similaire qu'apportera un autre homme, à bord de son véhicule, le 18 novembre. Il dit avoir emprunté à peu près le même segment de route. La créature a volé au-dessus de lui pendant quelques minutes, avant de disparaître dans la forêt. Les témoins ont beau défiler dans le bureau du shérif de Point Pleasant, les policiers ne trouvent rien. Le site industriel est intégralement fouillé. Les patrouilles de police circulent dans la ville, de jour comme de nuit, mais aucune trace de la créature. On pourrait croire qu'elle est douée d'intelligence, qu'elle s'amuse à jouer au jeu du chat et de la souris avec les autorités locales. Mais dans quel but ? Sur le seul mois de novembre 1966, ce n'est pas moins de 15 témoins qui affirment avoir vu le Mothman. Le 24 novembre, une famille de 4 personnes a été victime de la même vision mystérieuse près de la zone TNT. Une créature bipède, grise, avec des yeux rouges et des ailes démesurées. Elle se serait contentée de les observer pendant une poignée de secondes avant de disparaître dans un coin sombre de l'ancienne usine. Un homme d'affaires de 50 ans, qui passait par là au même moment, a également été témoin de l'apparition. L'homme phalène est imprévisible. Alors qu'on pensait que la zone TNT était l'épicentre des phénomènes, il démontre sa capacité à terrifier d'autres personnes à n'importe quel endroit de Point Pleasant. Madame Foster affirme avoir aperçu la créature dans son jardin. Son mari peut en témoigner également, puisque c'est lui qui l'a chassée. Elle se tenait debout, sur 2 grandes jambes robustes. Pour la malheureuse propriétaire du terrain, ce n'est pas du tout un oiseau, puisqu'il n'y a pas de bec. En revanche, la chose est pourvue d'une toute petite tête. Son regard est hypnotisant. D'autres diront qu'ils ont été obnubilés par les yeux rouges. La police de Point Pleasant doit renforcer ses unités. La créature se déplace. À présent, d'autres témoignages leur parviennent de toute la région.
Une adolescente de 18 ans a aperçu l'homme phalène et ses ailes de plus de 3 mètres à plus de 20 kilomètres de la zone TNT. Le 4 décembre 1966, c'est dans la ville voisine de Gallipolis qu'il apparaît, sur un terrain d'aviation. Les militaires ont rapporté ce qu'ils ont vu à leur hiérarchie. Cette dernière a essayé d'étouffer l'affaire, mais l'événement est tout de même ressorti, grâce au travail de recherche de Keel. Désormais, le Mothman est passé dans un état voisin, l'Ohio, où une autre femme et sa fille l'auraient également aperçu. Elle le décrira plutôt comme un ange, par sa forme blanchâtre. Il est possible que le soleil ait quelque peu altéré le teint gris qu'il a toujours arboré. La mère de famille affirme également avoir distingué une longue chevelure. Ce dernier témoignage bouleverse tout ce que l'on sait sur la créature. John Keel, lui-même, s'interroge sur son origine. Il n'y a que 3 possibilités. Soit c'est un démon, soit c'est un cryptide, soit c'est un extraterrestre. Cette dernière thèse est défendue par de nombreux ufologues. Le Mothman serait en réalité une sorte d'animal de compagnie ou de serviteur pour les êtres venus d'ailleurs, envoyés sur Terre en éclaireur afin de mieux préparer l'invasion. Une théorie folle, et pourtant dans l'air du temps. Dans les années 60 et 70, la croyance en une invasion extraterrestre est très présente. L'idée que le Mothman soit un démon est défendue par beaucoup moins de monde. Cependant, elle se réfère à l'histoire de la ville. Une vieille légende raconte qu'un chef de tribu indien a voulu se venger des colons après que ces derniers ont assassiné son fils. Il aurait maudit la ville avant de se faire tuer à son tour. Cette histoire remonte à plus d'un siècle. Or, la créature n'a jamais été aperçue avant 1966. Quoique. Dans son livre, John Keel avance la date du 15 novembre 1966 pour coller avec son idée de malédiction. Bien qu'il n'approfondisse pas plus son sujet. On ne sait pas en quoi la venue sur Terre du Mothman, 13 mois avant le drame, puisse avoir une signification particulière. D'autant plus que parmi les témoignages qu'il a compilés, on remarque que d'autres personnes ont aperçu la créature dans d'autres régions des États-Unis dès 1961. Généralement, dans les affaires de paranormal, il est facile de trouver de nombreux points qui contredisent la véracité des faits. Il suffit d'analyser chaque détail. Cependant, pour certaines histoires, le mystère reste entier. Et cela pourrait bien être le cas ici. On ne peut pas affirmer que le Mothman existe réellement. En revanche, on sait qu'aucune personne encore n'a pu donner une véritable explication au phénomène. La thèse du canular est difficilement plausible, dans la mesure où de nombreux témoins ont vu la créature en plein jour. D'autres ont avancé l'idée qu'il s'agirait en réalité d'un hibou géant ou d'une sorte d'oiseau endémique de la région. Cependant, les dimensions de ces animaux ne correspondent pas à celles avancées par tous les témoins. Reste encore l'idée de l'hallucination collective, bien que ce phénomène ne se soit jamais encore déroulé dans de telles circonstances. Depuis 2002, la ville de Point Pleasant organise son Mothman Festival. La créature est devenue un véritable symbole pour la ville et lui apporte énormément d'argent. Depuis 2003, on peut y admirer une statue métallique de 12 pieds de haut représentant l'homme phalène. 2 ans plus tard, le Mothman Museum and Research Center ouvre ses portes. On y réalise des travaux de recherche sur les cryptides pour aider le public à mieux comprendre et appréhender le phénomène. Cette histoire, très populaire aux États-Unis, ne sera connue en France qu'en 2002, après la traduction du livre de Keel, La prophétie des ombres, et la réalisation d'un film du même nom. 10 ans après l'apparition du Mothman aux États-Unis, une autre créature presque similaire fait son apparition en Angleterre, dans le village de Mownan, dans la région des Cornouailles. 2 jeunes campeuses auraient été effrayées par la vision d'un homme-oiseau à plumes. Surnommé le Allman ou l'homme chouette,
Il aurait été aperçu dans cette même région jusqu'en 1995. Aussi improbable que cela puisse être, il faut se l'avouer, nous sommes loin d'être au bout de nos frayeurs. La maison sanglante de Saint-Quentin. Le 6 février 1986, la France entière apprend les événements très mystérieux qui se déroulent depuis plusieurs mois dans une maison d'un quartier tranquille de Saint-Quentin dans l'Aisne. Tout a commencé en septembre 1985, lorsque les bruits étranges se font entendre, que des objets disparaissent et que les murs se mettent à saigner. Le jeune couple belle-mère est dès lors connu pour être les propriétaires de ce que la presse appelle la maison qui saigne. Une reconnaissance médiatique qui ne sera pas sans conséquences. L'affaire de la maison qui saigne est très intéressante par la psychose qu'elle a engendrée. Pourtant, et vous allez vite le découvrir, malgré les nombreux détails que l'on connaît sur cette affaire, grâce à la célèbre émission Mystère, qui en fera son tout premier sujet, le surnaturel ne tient à pas grand-chose. Tout commence en août 1985. Lucie et Jean-Marc Bellemare sont un jeune couple tout juste marié, à la recherche d'une petite maison tranquille dans laquelle ils pourront s'installer dans l'Aisne. Jean-Marc est chauffeur routier. Lorsqu'il tombe sur une annonce proposant un bien immobilier à Saint-Quentin, il saute sur l'occasion. Elle est idéalement située, pas très loin de son lieu de travail. Vue de l'extérieur, c'est une maison de cité tout à fait banale, coincée entre deux autres propriétés. Elle est suffisamment grande pour accueillir le couple et leur chien. Elle dispose d'une pièce principale, d'un petit salon, d'un étage avec chambre et salle de bain et d'une cave. Lucie Bellemare n'aime pas beaucoup cette dernière pièce. La cave est très sale, elle n'a pas été entretenue depuis des années, et les escaliers seraient à changer. Mais ce n'est qu'un détail. Le couple signe le bail de location et s'y installe à la fin de l'été. Jean-Marc Bellemare s'est pris quelques jours de congé pour terminer l'emménagement et profiter de la maison. Malheureusement, il doit vite reprendre le travail. Nous sommes en septembre 1985 et les premières manifestations surnaturelles surviennent alors que l'homme est au travail. Lucie, sans emploi, se réveille aux alentours de 7 heures. Son mari est déjà parti depuis 2 heures. Elle se prépare son petit déjeuner et pendant qu'elle boit son café, elle remarque des taches rouges sur la nappe. Elle se dit que c'est certainement Jean-Marc qui a fait des taches en se préparant ses tartines de confiture. Après son café, elle décide de mettre la nappe au linge avec d'autres affaires qu'elle avait prévu de laver. Elle remarque alors que d'autres affaires sont aussi tachées de rouge, les draps, les vêtements dans la commode. Elle ne comprend rien. Jean-Marc ne peut pas avoir fait ça. Elle fait tourner sa machine et s'occupe comme elle peut, oubliant rapidement sa découverte. Plus tard dans la journée, elle constate la présence de nouvelles taches. Cette fois-ci, elles sont présentes sur le sol du couloir et de la chambre. Le soir, elle fait part de ses découvertes à son mari. Ce dernier est incapable de lui fournir une explication très rationnelle. Les jours suivants, d'autres taches rouges apparaissent un peu partout dans la maison. Cette fois, c'est sur les murs. Lucie Bellemare se résout à ne pas les nettoyer pour pouvoir les montrer à Jean-Marc. Ce dernier pense qu'il s'agit simplement de l'ancienne peinture du mur qui reflue. L'explication est un peu mince, d'autant qu'elle ne suffit pas à justifier les autres phénomènes mystérieux qui se déroulent au cours de l'année. En plus de voir des taches rouges partout, Lucie entend des bruits métalliques sourds provenant du premier étage, des bruits incessants qui perturbent le chien avec qui le couple partage sa vie. Ce dernier aboie à longueur de journée. Selon Lucie, il aurait tendance à se poster devant les escaliers menant à l'étage sans oser y monter, comme si quelque chose le terrifiait. Elle observe cette même réaction devant les escaliers menant à la cave. Malheureusement, Lucie est amenée à se rendre parfois dans cette pièce pour récupérer ses affaires. Au moment de descendre les escaliers, la porte se referme presque systématiquement sur elle.
Les jours passent et Lucie Bellemare angoisse. Elle ne parvient plus à dormir tranquillement la nuit. Elle a remarqué que les manifestations paranormales surgissent à chaque fois que son mari n'est pas là. Elle finit par se persuader qu'elle est victime d'une malédiction. Pensant devenir folle, elle demande à sa mère et à sa sœur de rester avec elle, ne serait-ce qu'une journée, afin qu'elles soient également témoins des phénomènes. Sa sœur constate effectivement que la porte se referme bien derrière Lucie lorsqu'elle va dans la cave. Toutes deux ont également entendu des bruits métalliques. Il y a également quelques taches sur le mur du salon. La mère et la sœur de Lucie en sont convaincues. Il y a bien quelque chose de mauvais dans cette maison. Malheureusement, le couple Bellemare ne sait pas comment demander de l'aide. Ils ne connaissent pas de magnétiseur. Ils ne veulent pas non plus s'avouer que la maison est hantée, puisqu'ils n'ont jamais vraiment cru aux histoires de fantômes. La mère de Lucie accompagne finalement sa fille au commissariat. Elle y est reçue par le brigadier-chef Guy Piette. Ce dernier ne croit pas non plus aux fantômes, mais voyant la détresse de la jeune femme, il accepte de se rendre dans la maison, accompagné de son adjoint, Pierre Tcheparo. Nous sommes déjà le 30 janvier 1986, et les deux gradés constatent qu'effectivement, les murs de la maison sont maculés de petites taches brunâtres. Piette émet l'hypothèse que le chien aurait pu être coupé à la queue et qu'il aurait répandu son sang en marchant un peu partout dans la maison. Mais après examen du chien, aucune blessure n'est constatée. Un peu plus tard, un bruit sourd se fait entendre à l'étage. Les policiers l'ont bien entendu. Pierre Tcheparo se précipite à l'étage, prêt à appréhender quelqu'un. Il n'y a personne. Les policiers mènent leur enquête dans le voisinage. Là encore, personne n'a rien entendu. Le brigadier-chef décide tout de même de faire prélever le sang sur les murs pour le faire analyser. Le 6 février 1986, ce n'est pas la visite d'un fantôme que reçoivent les Bellemare, mais d'une équipe de télévision de FR3 venue couvrir l'événement. Les Français découvrent une jeune femme très angoissée. Elle dit entendre des bruits d'assiettes cassées, voir du sang apparaître sur les murs, tout en étant incapable de déterminer d'où il provient. Le reportage ne dure que quelques minutes. C'est amplement suffisant pour donner envie à quelques personnes malveillantes de persécuter le couple. Depuis la diffusion du reportage, le couple Bellemare se fait harceler continuellement. Des dizaines de personnes se pointent régulièrement à leur porte pour entrer dans la maison. D'autres tapent au carreau en criant « Esprit, es-tu là ?» Si Jean-Marc parvient à tempérer, Lucie est au bord de la crise de nerfs. Elle prévient la police, une patrouille est envoyée devant la maison pour chasser les intrus. Si au fil des jours les mauvaises blagues commencent à s'estomper, les phénomènes paranormaux n'ont toujours pas cessé dans la maison qui saigne. Le brigadier-chef Guy Piette tient absolument à venir en aide au couple. Lui vient alors une idée. Les Bellemare doivent quitter la maison. De la farine sera répandue sur le sol. Si le lendemain, les policiers en inspectant la maison constatent qu'il y a encore du sang sur les murs, alors qu'il n'y a pas eu de traces de pas dans la farine, on peut parler de phénomène paranormal. Le couple pourra donc envisager de faire appel à un médium pour tenter de résoudre l'affaire. Lucie et Jean-Marc quittent leur maison pour la nuit et dorment chez des parents. Le lendemain, ils se rendent au rendez-vous convenu avec la police. Le brigadier-chef ouvre la porte. Il constate dans l'entrée que la farine est restée intacte. En revanche, les murs ne sont pas immaculés. Des taches rouges sont retrouvées sur la tapisserie de la cuisine. Guy Piette conseille au couple Bellemare d'envisager de quitter le domicile. Malheureusement, le couple ne peut pas se permettre de quitter le logement tout de suite. Ils vont devoir subir les étranges manifestations pendant un bon bout de temps, avec tout le stress qu'une telle situation engendre. Le chef de la police de Saint-Quentin propose au couple de revenir avec un médium. Quelques jours plus tard, ce dernier inspecte la maison à l'aide d'un pendule. Il détecte une présence, quelque chose cloche dans la cave. Les policiers, le médium et le couple y descendent. Le chien reste sur le palier de la porte. Cette fois-ci, elle ne se referme pas. La personne qui tient le pendule sent qu'il y a quelque chose d'enterré dans le sol. Probablement des restes humains. Au même moment, Piette ressent une pression au niveau de son épaule. Il se retourne
et constate qu'il n'y a personne. Se serait-il fait toucher par un fantôme? Lorsqu'il évoque ce phénomène à l'occasion d'une interview durant l'émission Mystère, diffusée en 1992, le policier en est encore bouleversé. Il ne comprend toujours pas ce qu'il s'est passé en ce printemps 1986. Pourtant, dans la cave, après des fouilles minutieuses, ils ne trouveront rien. Pas la moindre trace d'ossement. Quelque temps après l'investigation, les belles-mères déménagent. Depuis, on sait que la maison a changé 2 fois de propriétaire. Aucun autre fait surnaturel n'a été signalé. Le nouveau propriétaire de la maison de Saint-Quentin, dans une interview, affirme que la maison est tout à fait habitable. Il faut simplement la rénover. Le fantôme aurait-il décidé lui aussi de déménager? Si la maison qui saigne a suscité beaucoup d'intérêt en 1986, elle ne fait plus parler d'elle durant plus de 3 décennies. Un temps considérable où l'information peut se perdre et être déformée. Aujourd'hui, on trouve encore la trace de l'histoire de la maison qui saigne, mais tous les détails dans les articles sont tirés de l'émission Mystère. Aujourd'hui, on sait que cette émission, un peu effrayante, avait pour habitude d'intégrer de faux éléments pour faire grossir le mystère et obtenir plus de matière à sensation pour les téléspectateurs. La maison saigne-t-elle vraiment? Les images qui nous sont montrées font état de quelques gouttes éparpillées sur différentes surfaces. Dans la reconstitution, pour les biens de l'émission sur le paranormal, ces petites gouttes prennent la forme de giclées. Une autre image servant à illustrer les articles évoquant la maison montre de grosses flaques de sang. Aujourd'hui, nous ne connaissons plus réellement la proportion exacte de ces taches. On peut supposer que le sang soit en réalité un canular provenant de Lucie. Pourquoi? C'est bien là que réside la part de mystère. Les phénomènes se manifestent uniquement en sa présence. Les autres témoins, tels que sa mère ou sa sœur, ont pu enjoliver leurs propos. C'est le cas notamment pour la fameuse porte de la cave qui se referme toute seule derrière Lucie. La vraie version fait état d'une porte qui se referme tout doucement, comme sous l'effet d'un courant d'air. La méthode consistant à répandre de la farine sur le sol ne peut pas démontrer la présence du surnaturel. Bien sûr, du sang a été retrouvé alors qu'il n'y avait pas de traces de pas. Ce fait est indéniable. En revanche, il est très facile de réaliser ce genre de farce en évitant de marcher sur la farine, puisque celle-ci n'a été versée, en réalité, que dans le couloir. Si l'on se réfère aux images d'archives proposées par l'équipe de reportage de France 3, on constate que les gouttes de sang semblent avoir été projetées à distance. Elles n'ont pas l'air de sortir des murs, comme l'affirme Lucie Belle-Mère. Les résultats de l'analyse du prélèvement ne sont pas révélés officiellement. Le public ne l'apprend qu'en visionnant l'émission Mystère. Le célèbre biologiste Jacques Chancet est invité à témoigner. Il révèle que le sang est humain et que la thèse du surnaturel n'est pas à exclure. En réalité, nous avons appris bien des années plus tard que les journalistes de l'émission lui ont forcé la main et ont demandé à ce qu'ils disent ça à la caméra pour donner plus de sérieux à leur émission. Le biologiste n'avait en réalité qu'interprété le rapport d'analyse qu'on lui avait soumis. Dans l'affaire de la maison qui saigne, trop d'éléments font penser à un vaste canular, mais certains détails laissent place encore au doute. Pourquoi Lucie Belle-Mère aurait-elle fait une blague qui a porté préjudice à la tranquillité du couple? Qu'est-ce qui a touché l'épaule du brigadier chef? Pourquoi des taches de sang? Et de qui provient ce sang? Des questions qui risquent, encore, de demeurer sans réponse pendant un long moment.